Une fillette de 11 ans a disparu après avoir passé un seul après-midi chez elle avec son père. Au départ, tout le monde a cru à une simple crise de colère enfantine. L'État dispose d'un espace pour enquêter et Mosca est une figure influente de l'opinion publique nationale. Voici le palais propre. Voici le communiqué. Barrow-in-Furness, ville côtière du comté de Cambria, dans le nord de l'Angleterre, avait autrefois prospéré grâce à la construction navale et à l'industrie sidérurgique, mais au début des années 2010, cette prospérité s'était éteinte. Des rangées de vieilles maisons en briques rouges bordaient silencieusement des rues étroites. Des ateliers industriels abandonnés se dégradaient lentement sous la rouille, et des vents marins froids traversaient la ville, chargés d'air salin et de l'atmosphère assourdie d'un lieu qui avait grandi avant de s'arrêter. En apparence, Barrow semblait paisible, un endroit où les enfants pouvaient encore jouer dans de petites cours et où les voisins se saluaient d'un simple signe de tête. Mais derrière ces murs de briques se cachaient des histoires que peu de gens remarquaient, et à l'intérieur d'une modeste maison de 3 chambres, une situation tragique prenait forme dans le silence. Le 20 octobre 2011, Poppy Worthington naquit, la plus jeune enfant d'une famille nombreuse où la vie était constamment marquée par la promiscuité et l'instabilité. Dans cette petite maison de 3 chambres louée à la sœur du père, jusqu'à 8 personnes vivaient ensemble, 6 enfants partageant un espace restreint, des affaires entassées et un bruit permanent faisant partie du quotidien. L'identité de sa mère a toujours été tenue confidentielle, les tribunaux ayant rendu des ordonnances interdisant la divulgation de son nom afin de la protéger, ainsi que les autres enfants. Cette mère portait un passé lourd de difficultés importantes. Ayant grandi dans un foyer marqué par l'instabilité, où les enfants manquaient souvent d'attention constante et de soins fiables, des souvenirs précoces qui laissèrent des séquelles émotionnelles durables. Des rapports officiels de la police et des services sociaux la décrivaient comme une personne ayant subi des répercussions psychologiques à long terme liées à son enfance, un facteur qui influencerait plus tard ses capacités parentales. Ses fragilités émotionnelles rendaient souvent difficile le maintien d'une stabilité pour ses enfants. Bien qu'elle les aimât, elle ne parvenait pas à instaurer de manière constante l'environnement sûr et chaleureux dont chaque enfant a besoin. Et cette carence contribua au fait que Poppy, malgré son innocence, dut grandir dans un foyer où les risques étaient omniprésents. Le père de Poppy, Paul Worthington, était nettement plus âgé que sa mère. Et au moment où Poppy quitta ce monde, il avait 48 ans et travaillait dans un supermarché local. Les dossiers indiquent que Paul avait déjà été en contact avec les services sociaux plusieurs années auparavant, mais que son dossier avait été clôturé en 2003 et qu'il ne faisait plus l'objet d'un suivi par les autorités. Paul avait également entretenu une relation avec une femme à propos de laquelle les autorités exprimèrent par la suite des inquiétudes, estimant qu'elle aurait pu exercer une influence défavorable sur la mère de Poppy, mais ces informations ne furent jamais examinées de manière approfondie avant que la situation tragique ne survienne. Une négligence notable puisqu'elle aurait pu révéler des signaux d'alerte précoce. Poppy était le 6e enfant de cette famille surchargée. Sa mère ayant 3 filles issues de relations antérieures avec Paul, elle eut ensuite un fils, puis les jumeaux, Poppy et son frère. La petite maison de 3 chambres devait ainsi accueillir 8 personnes, rendant le quotidien étroit et instable. C'est dans ce contexte que Poppy grandit, une petite fille innocente et vive, évoluant au milieu des nombreuses incertitudes d'une famille complexe. La relation entre les parents de Poppy a toujours été tumultueuse. Paul quittait souvent le domicile pendant des semaines avant de revenir, laissant les enfants dans un état permanent d'instabilité. Sans jamais savoir ce que le lendemain leur réserverait, les travailleurs sociaux étaient déjà conscients des difficultés au sein de la famille de la mère de Poppy avant même la naissance de la petite fille. Mais en 2007, le suivi fut interrompu et, par la suite, plus personne ne continua à vérifier les conditions de vie des jeunes enfants au sein du foyer. Cela était particulièrement préoccupant, car les signaux d'alerte étaient évidents. Une maison exiguë et surpeuplée, une mère confrontée à d'importantes fragilités émotionnelles, et un père dont le comportement demeurait instable,
marquée par des absences inexpliquées. Pourtant, tous ces éléments furent ignorés, laissant 6 enfants se grandir dans un environnement dépourvu de structure et de protection. La famille Worthington vivait dans une petite maison de 3 chambres, louée à la sœur de Paul, Tracy, où 8 personnes étaient entassées dans seulement 3 chambres et une seule salle de bain. Au rez-de-chaussée se trouvait le salon et la cuisine, où la mère devait parfois dormir sur le canapé faute de place suffisante dans sa chambre. À l'étage, 3 petites chambres, l'une pour les parents, avec 2 lits à barreaux placés côte à côte pour les plus jeunes enfants, une autre où Poppy dormait dans un lit à barreaux et partageait parfois l'espace avec l'une de ses sœurs aînées. Et la dernière chambre partagée entre les autres enfants, la maison était constamment bruyante, non seulement en raison des pleurs et des jeux de 6 jeunes enfants, mais aussi à cause des visiteurs fréquents qui entraient et sortaient, pourtant de manière étonnante. Des voisins déclarèrent plus tard qu'ils ignoraient presque totalement qu'une famille y vivait, et avec son extérieur légèrement délabré, ses fenêtres silencieuses et son herbe envahissante, beaucoup pensaient que la maison était vide, tandis que certains murmuraient même qu'elle servait à des usages inconnus. Malgré une enfance passée dans un foyer exigu et chaotique, Poppy Worthington se distinguait comme une petite lueur de lumière. Sa mère raconta un jour que Poppy était énergique, sociable et avide d'attention, souvent la première à se réveiller le matin, réveillant toute la famille avec son innocence et ses rires. Comparé à son frère jumeau, Poppy était plus robuste et se développait plus rapidement, née sans complications et franchissant une étape importante à la fin de l'année 2012, lorsqu'elle commença à marcher, un moment que chaque parent attend avec impatience. Au cours de sa courte vie, Poppy ne fut malade qu'à de rares reprises, notamment une nuit passée à l'hôpital en février 2012 pour une bronchite, suivie plus tard d'une conjonctivité et de plusieurs épisodes de vomissements, de diarrhée et d'éruptions cutanées que la famille pensait être la varicelle. Malgré cela, elle demeura dans l'ensemble une enfant en bonne santé, énergique et pleine de vie. En décembre 2012, la famille commença à envisager un déménagement, espérant prendre un nouveau départ. Le 11 décembre 2012, la journée semblait ordinaire. Poppy avait un léger rhume, mais paraissait par ailleurs en bonne santé. Pourtant, au fil de la journée, des signes inhabituels commencèrent à apparaître. Au moment du déjeuner, elle se mit soudain à pleurer de manière intense dans sa chaise haute, cambrant le corps comme si elle ressentait une douleur aiguë. Sa mère, surprise, la prit dans ses bras, lui frotta le ventre et supposa qu'il s'agissait simplement d'un mal de ventre passager. Quelques minutes plus tard, cependant, Poppy eut un épisode de diarrhée sévère, que la mère décrivit comme présentant une couleur rougeâtre, semblable à celle de la brique. Le soir, vers 19h à 19h30, la mère de Poppy la coucha dans son lit d'enfant et 1 heure plus tard, les 6 enfants présents dans la maison dormaient, tandis que la mère restait au rez-de-chaussée à regarder la télévision, tentant de profiter d'un rare moment de calme. Vers 21h, Paul Worthington monta à l'étage avec son ordinateur portable et, selon ses déclarations, passa ce temps à consulter des résultats de paris et à naviguer sur des contenus adultes inappropriés avant de s'endormir dans la chambre vers 2h du matin. Le 12 décembre 2012, lorsque la mère monta récupérer l'ordinateur, les faits devinrent flous en raison de versions contradictoires. D'après Paul Worthington, il entendit Poppy pleurer très fort dans sa chambre et, en entrant, il la vit cambrer le corps et pleurer intensément, comme si elle souffrait beaucoup. Il déclara l'avoir prise avec lui dans son lit, espérant que la proximité l'aiderait à se calmer, mais remarqua peu après une odeur inhabituelle. Il affirma l'avoir alors reposée sur le lit et être descendu chercher une couche propre. À son retour, il déclara qu'elle était allongée, immobile, comme endormie. Toutefois, quelques minutes plus tard, en lui touchant la main, Paul se rendit compte que son corps était mou et qu'elle ne réagissait plus. Pris de panique, il descendit précipitamment en tenant Poppy dans ses bras et cria à la mère « Appelle une ambulance, tout de suite !» La mère composa immédiatement le numéro des secours, tandis que Poppy demeurait sans réaction dans les bras de Paul. Lorsque Paul descendit en courant avec Poppy serrée contre lui, un détail attira plus tard l'attention et suscita un profond malaise.
Elle ne portait plus la partie inférieure de son vêtement de nuit, un élément extrêmement inhabituel qui, à ce moment-là, ne fit pas l'objet d'une enquête approfondie de choc. La mère saisit le téléphone d'une main tremblante et, à exactement 5h56, appela le numéro d'urgence 999. Moins de 10 minutes plus tard, à 6h05, l'ambulance arriva à la petite maison de Barrow. À leur entrée, les ambulanciers constatèrent que Poppy se trouvait dans un état de faiblesse extrême. La fillette, âgée d'un peu plus d'1 an, était placée dans les bras de son père, la peau pâle, le corps inerte et la respiration à peine perceptible. Ils décrivirent son état comme profondément préoccupant dès les premiers instants. L'équipe médicale entreprit immédiatement des gestes de secours, vérifiant les voies respiratoires et le rythme cardiaque, et mettant en œuvre des mesures de soutien pour tenter de la ranimer. L'atmosphère dans la petite maison devint lourde de tension, chaque compression thoracique et chaque insufflation assistant une véritable course contre la montre. Parallèlement à leurs efforts, les ambulanciers relevèrent plusieurs éléments inhabituels, des signes sur le corps de Poppy difficiles à expliquer et différents de ce qu'ils rencontraient habituellement lors d'interventions d'urgence. L'un d'eux reconnut même « Nous n'avons jamais vu un cas comme celui-ci auparavant », tandis que 2 sentiments coexistaient alors. Le désespoir face à une vie fragile répondant de moins en moins, et une inquiétude croissante à l'idée qu'il ne s'agissait pas simplement d'un épisode médical ordinaire. « Attendez un instant, j'aimerais m'arrêter ici, car ce qui suit n'est pas seulement profondément troublant, mais suffisamment puissant pour réduire au silence même des enquêteurs chevronnés, des personnes qui ont pourtant été témoins d'innombrables tragédies. C'est le moment, dans un true crime documentary comme celui-ci, où toute votre attention devient réellement essentielle. Prenez quelques secondes et imaginez ceci. Une vie minuscule, âgée d'à peine plus d'1 an. Un enfant qui aurait dû apprendre à marcher et balbutier pour appeler sa mère, devenant soudain le centre de l'un des mystères les plus déchirants d'Angleterre. C'est pour cette raison que les histoires de true crime documentary comme celle-ci ne consistent pas seulement à relater des faits, mais à affronter la question de savoir si la justice a réellement existé. Si vous deviez choisir un seul mot pour décrire ce que vous ressentez à cet instant, lequel serait? Le chagrin, l'incrédulité ou un silence si lourd qu'il vous laisse sans voix? J'espère sincèrement lire vos sentiments dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car chaque mention « j'aime », chaque partage, chaque abonnement est une manière de s'assurer que Poppy ne soit jamais oubliée. C'est l'affirmation que notre communauté refuse de rester silencieuse face à la vérité, et que nous continuerons à raconter ces difficiles histoires de true crime documentary jusqu'à ce que la justice finisse par parler. Les médecins se battirent pendant 57 minutes pour sauver Poppy, mais leurs efforts furent vains, et à 7h07 du matin, son décès fut officiellement constaté. En examinant son petit corps, le personnel médical remarqua plusieurs signes inhabituels, notamment une étrange marque rougeâtre apparaissant lorsque son corps était déplacé, une image qui suscita immédiatement le soupçon que quelque chose n'allait pas. L'un des médecins impliqués dans les soins d'urgence, un homme fort de nombreuses années d'expérience, déclara par la suite que les signes observés sur Poppy ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait jamais vu auparavant. Un témoignage qui révélait la gravité et le caractère profondément mystérieux de la situation. Pourtant, au lieu d'être examinée de manière rigoureuse dès le départ, l'affaire fut orientée sur une trajectoire défaillante en raison d'erreurs critiques de la police, créant une chaîne de manquements qui allait hanter la quête de justice pour Poppy. De manière choquante, Paul Worthington fut autorisé à utiliser seul la salle de bain immédiatement après le drame, un endroit où il aurait pu faire disparaître des éléments de preuve importants. Des prélèvements sur son corps ne furent pas effectués immédiatement, mais seulement plus tard dans la soirée. Plus inquiétant encore, la scène qui aurait dû être strictement sécurisée resta presque sans protection. Des gants médicaux usagés, le drap du brancard de l'ambulance, les vêtements de Poppy et même sa dernière couche furent égarés ou jetés, comme s'ils n'avaient aucune valeur probante. Même l'ordinateur portable de Paul, l'appareil qu'il aurait utilisé la nuit des faits, disparut sans explication, la police se contentant d'enregistrer sa déclaration selon laquelle il l'avait vendu à un ami sans jamais le retrouver.
La situation fut encore aggravée par la destruction de l'un des éléments de preuve les plus cruciaux à l'intérieur même de la maison, la tante de Poppy. Tracy Worthington vit la dernière couche de l'enfant posée sur le sol près de la cheminée et, incommodée par l'odeur, la jeta, une décision dont chacun comprendrait plus tard qu'elle avait peut-être détruit la clé permettant de découvrir la vérité. Mais il était alors trop tard. Et l'objet qui aurait pu révéler ce qui était réellement arrivé à Poppy était perdu à jamais. Ces erreurs n'étaient pas de simple négligence, mais donnaient l'impression que les portes menant à la vérité se refermaient dès le début. Chaque élément de preuve jeté et chaque détail négligé représentait une occasion supplémentaire pour la justice rendue à Poppy qui disparaissait. Et à mesure que cette vérité fragile s'éloignait, le seul espoir restant se trouvait dans la salle d'autopsie, où les médecins devaient tenter de lire l'histoire à même son petit corps. Le jour même du décès de Poppy, lors d'une réunion d'urgence, un pédiatre formula une conclusion hâtive selon laquelle elle souffrait simplement de constipation chronique, une explication utilisée pour justifier les signes inhabituels observés sur son corps et une appréciation erronée qui détourna l'enquête de sa trajectoire dès la première étape. Ce n'est que le 14 décembre que le corps de Poppy fut transféré au Royal Manchester Children's Hospital afin de subir un examen plus approfondi, au cours duquel une radiographie révéla un élément crucial. Sur l'une de ses jambes apparaissaient 2 indices d'atteintes osseuses, des lésions dont aucun des parents n'avait connaissance et qu'ils étaient incapables d'expliquer. 5 jours plus tard, le corps de Poppy fut confié à 2 médecins légistes, la docteure Alison Armour et la docteure Stephanie Beatty, pour une analyse approfondie. Lors de l'examen détaillé, la docteure Armour releva des zones de décoloration et de subtiles irrégularités des tissus mous sur le corps de la fillette. Des signes suggérant que Poppy aurait pu avoir été soumise à une forme inappropriée de force externe. De plus, elle documenta de légers signes de saignements internes au niveau de la poitrine et de la gorge. Ces constatations étaient si préoccupantes que même une experte chevronnée comme la docteure Armour en fut momentanément saisie et elle contacta immédiatement l'enquêtrice Amanda Sadler pour signaler que Poppy pouvait avoir été victime d'un acte inapproprié. Il est peu probable que la vérité sur la mort de Poppy Worthington soit un jour révélée, et comme un rapport accablant le met en lumière aujourd'hui. La raison en est un catalogue de défaillances de la police de Cumbria. L'opinion des enquêteurs était que l'enquête menée par la police n'était, en pratique, pas adaptée à son objectif, qu'elle manquait de structure et qu'elle ne suivait pas des pistes d'enquête raisonnables. L'IPCC affirme que l'enquête était inadéquate dès le premier jour. Les preuves provenant de la scène n'ont pas été conservées. Plus crucial encore, la couche que portait Poppy a été jetée. Le détective principal a écarté les soupçons de 2 médecins au profit de l'avis d'un 3e, puis a mis l'enquête en suspens en attendant le résultat de l'autopsie. Cela a entraîné un retard de 7 mois avant le début d'une enquête criminelle. L'enquête est restée en état de suspension pendant une période de 7 mois. Cela était totalement inacceptable. Le rôle de la police est de recueillir les preuves de manière rapide et efficace et de voir où ces preuves nous mènent. 8 mois après la mort de Poppy, son père, Paul Worthington, a été arrêté pour suspicion d'agression sexuelle à son encontre. Mais le Crown Prosecution Service a depuis conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper. L'inspectrice détective qui avait initialement dirigé l'enquête, Amanda Sadler, a été rétrogradée. Elle a depuis quitté la police. Le surintendant détective chargé de l'ensemble de l'affaire, Mike Forrester, a également fait l'objet d'une enquête pour faute grave, mais a pris sa retraite avant que cette enquête n'aboutisse. Pour qu'il y ait responsabilité, les allégations formulées doivent vous être soumises et vous devez être en mesure d'y répondre. Et ensuite, une décision doit être prise. Ce qui n'a pas eu lieu dans ce cas. Dans le cas de Forrester, la police de Cumbria reconnaît ses manquements et a investi dans une meilleure formation de ses agents. Une seconde enquête judiciaire sur la mort de Poppy doit débuter en mai, offrant une dernière chance de parvenir à la vérité. Mais les erreurs passées de la police ont rendu cette perspective très mince et... Toutes ces erreurs, depuis les éléments de preuve négligés jusqu'à l'incapacité
de faire appel aux bons experts et au retard dans la mise en protection des autres enfants ont créé une faille majeure dans la quête de justice. La confiance de la communauté a été ébranlée. La famille de Poppy a été submergée par le chagrin et la société s'est retrouvée face à une question douloureuse. Combien d'indices ignorés et combien de vies d'enfants faudra-t-il encore perdre avant que le système ne se réveille enfin ? Dans cette atmosphère lourde et profondément troublante, le 28 mars 2014, la Haute Cour de Londres ouvrit officiellement une audience de 2 semaines. Dans cette salle d'audience austère, le juge Peter Jackson rendit une conclusion saisissante. Poppy Worthington n'était pas décédée des suites d'une maladie ni d'un accident, mais en raison d'une forme d'atteinte externe grave infligée par son propre père. Cette décision révéla non seulement une vérité déchirante, mais constitua également un avertissement adressé à l'ensemble du système. Le juge Jackson critiqua sévèrement le manque de rigueur de la police, l'indifférence des services sociaux et les défaillances importantes ayant marqué toute l'enquête. En conséquence, plusieurs agents impliqués furent écartés de leurs fonctions et l'Independent Police Complaints Commission fut contrainte d'ouvrir sa propre enquête distincte. Cependant, tout espoir d'une investigation pleinement transparente s'évanouit rapidement. Le 21 octobre, une enquête officielle fut ouverte, mais elle ne dura que 7 minutes. Et durant ce laps de temps extrêmement bref, aucun détail concernant la cause du décès de Poppy ne fut rendu public. Le point culminant de la déception survint le 16 janvier 2015, lorsque le Crown Prosecution Service annonça qu'il ne disposait pas de preuves de preuves suffisantes pour engager des poursuites pénales. Ainsi, Paul Worthington, que le tribunal de la famille avait pourtant désigné comme responsable de l'atteinte grave ayant conduit au décès de sa fille, demeura libre au sein de la communauté. Une enquête complémentaire menée en novembre de la même année confirma une nouvelle fois les conclusions antérieures du juge Peter Jackson. Poppy avait quitté ce monde à la suite d'une forme d'atteinte externe sévère. Pourtant, malgré la répétition de cette vérité, Paul Worthington ne fut jamais tenu pénalement responsable. À l'extérieur du tribunal, des opinions contradictoires s'affrontèrent et une personne ayant connu Paul exprima son exaspération en déclarant « Il a vécu chez moi pendant 2 ans et s'est occupé de mes enfants. Si j'avais cru qu'il pouvait faire du mal à de jeunes enfants, il n'aurait jamais été admis dans mon foyer. J'ai 2 filles et croyez-moi, il n'est pas ce genre de personne. » Ses amis continuent de le soutenir et c'est la seule raison pour laquelle je lui fais confiance. Ces paroles de défense ne firent qu'approfondir les divisions au sein de la communauté, certains se fiant aux conclusions judiciaires, d'autres estimant que Paul était la cible de décisions qui ne pouvaient être pleinement vérifiées. Je n'aurais pas ces enfants. Si nous nous voyions pendant 2 ans et que nous parlions de mes enfants, vous pensez qu'il marcherait encore sur cette planète. Mais je pensais qu'il était un pédophile. Non, il ne le serait pas, parce que je m'assurerai qu'il ne le soit pas. J'ai 2 filles, et croyez-moi, il n'est pas comme ça. Et vous pouvez retirer vos histoires. Tout le monde à terre. Il y a des minutes passées debout derrière lui, donc personne d'autre ne compte. Avez-vous parlé à Paul, votre frère? Oui. Quelle est sa réaction? Que voulez-vous dire? Sa réaction est qu'il est dévasté. Il ne sort pas et il est accusé de quelque chose d'aussi horrible que ça. Il pourrait prouver son innocence parce que cela s'est produit dans la voiture familiale. Et la police a jeté les preuves? Alors, comment est-il censé prouver quoi que ce soit de différent? Parce que tout doit toujours être parfaitement en règle. Les i pointés et les t croisés. Avant qu'un tribunal de la famille soit réel, non, ils passeront outre parce que toutes les preuves ont été jetées par la police. Il n'y avait pas de sang dans cette couche. J'ai pris cette couche quand je l'ai mise à la poubelle et je l'ai dit à la police dans la maison parce que j'étais dans la maison ce matin-là. Où est tout ce soi-disant sang? Il n'y avait pas de sang dans la maison. Alors quelle est votre réaction à l'enquête de la police ici? Eh bien voilà, c'est ma réaction. C'est une plaisanterie. Une plaisanterie absolue. Ça a été une plaisanterie du début à la fin. Ça dure depuis 3 ans. Paul Worthington va-t-il venir parler aux médias? Il n'est même plus dans cette ville. Il est parti... oui.
Il est parti à cause de toutes les persécutions sur Facebook, à cause de ce que la presse a déjà écrit, à cause des informations sur lesquelles ils se sont appuyés. Comment pensez-vous que Poppy Worthington est morte? Je ne sais pas. Vous n'avez pas fait l'autopsie, n'est-ce pas? L'ont-ils faite? Ils l'ont faite trop tard. Ils ont perdu toutes les preuves, n'est-ce pas? Personne ne sait comment elle est morte. La pathologiste est claire. Selon son opinion, ce que nous accusons a subi une agression sexuelle grave. Vous ne savez pas qu'elle n'en a pas subi une. Lisez le reste du rapport, qui évidemment n'a pas été publié pour nous. Et ce n'est pas du tout ça. La médecin a été claire. Selon son opinion professionnelle, elle a subi une agression sexuelle grave. Je me fiche de ce que le docteur Ahmed a dit et de ce qu'elle pense. Nous savons autrement. Elle n'en a pas subi. Quant à votre frère, un abuseur d'enfants, on sait toujours si c'était un abus sur enfant. Pensez-vous que je le défendrais? Non, parce que je ne l'aime pas moi-même. Alors, vous pensez vraiment que je le soutiendrais si je pensais qu'il était un danger pour un enfant? Est-il encore un danger dans la rue? Vous dites n'importe quoi? C'est pathétique maintenant. Kelly Grieve, une professionnelle de santé présente à l'hôpital ce matin-là, consigna les premières explications fournies par les parents de Poppy. Paul déclara qu'au milieu de la nuit, il avait entendu sa fille pleurer et l'avait prise avec lui dans son lit pour la calmer. Pendant qu'il la réconfortait, il remarqua une odeur inhabituelle et descendit alors chercher une couche propre. À son retour, dit-il, elle semblait endormie, mais quelques minutes plus tard, lorsqu'il lui toucha le bras, il se rendit compte que son petit corps était devenu mou et qu'elle ne réagissait plus clairement. La mère, en revanche, livra un récit différent. Elle affirma que tous les enfants de la maison avaient été malades et que Poppy semblait avoir besoin d'aller aux toilettes. Selon elle, Paul s'était simplement contenté de vérifier la couche pour voir si elle était pleine. Ces détails, en apparence mineurs, révélèrent dès le départ des contradictions dans leur version, et ce manque de cohérence suscita par la suite de sérieuses inquiétudes chez les enquêteurs. Un élément qui compliqua encore davantage l'affaire fut l'ampleur de ces contradictions. La tante de Poppy, Tracy Worthington, se souvint que lorsqu'elle arriva au domicile après que Poppy eut été emmenée, la mère lui raconta une version entièrement différente. Paul ne serait pas descendu chercher une couche, comme il l'avait indiqué au personnel médical, mais une bouteille pour Poppy. Selon ce récit, il serait ensuite revenu dans la chambre, aurait allongé la petite fille et lui aurait frotté le dos pour l'aider à s'endormir. Ces versions discordantes dressèrent un tableau rempli de zones d'ombre. 3 récits, 3 détails différents, tous centrés sur le même moment crucial, et cette incohérence souleva encore davantage de questions chez les enquêteurs. Que s'est-il réellement passé dans cette petite pièce lors de la dernière nuit de Poppy? Malgré 5 enquêtes officielles, la justice pour Poppy ne se matérialisa jamais. Les lacunes juridiques, la perte ou la non-préservation d'éléments de preuves essentiels et les retards prolongés ayant fait en sorte que la personne responsable ne comparaisse jamais devant un tribunal. Le 19 février 2013, Poppy fut inhumée dans une petite tombe sans inscription, recouverte uniquement de jouets et de fleurs déposées par ceux qui la pleuraient, une image devenue le symbole du silence du système. Pendant ce temps, Paul Worthington, au centre de toutes les suspicions, disparut pratiquement de la scène publique, vivant à l'écart des regards au milieu de critiques généralisées, sans jamais être traduit en justice. Le décès de Poppy dépassa rapidement le cadre d'une petite famille du Cumbria pour devenir une tragédie qui bouleversa l'ensemble de l'Angleterre. Beaucoup se demandèrent comment un enfant âgé d'à peine plus d'1 an avait pu quitter ce monde dans des circonstances aussi suspectes, sans qu'aucune poursuite pénale ne soit engagée. La frustration se répandit au sein de la communauté, tandis que des organisations de protection de l'enfance appelaient à des réformes structurelles. De nombreux habitants déposèrent des fleurs, des ours en peluche et des bougies près de la petite tombe sans inscription de Poppy, la transformant en un lieu de recueillement profondément chargé d'émotions. Dans la presse, des experts juridiques débattirent sans relâche de l'enchaînement de défaillances imputées à la police et aux services sociaux, tandis que l'opinion publique
qualifia l'affaire de l'un des échecs judiciaires les plus graves qu'ait connu le Royaume-Uni depuis des décennies. Et dans la mémoire collective, l'image d'une tombe recouverte de jouets d'enfants mais dépourvue de nom demeure un rappel douloureux que la justice n'est pas arrivée à temps pour Poppy Worthington. La mort de Poppy Worthington est profondément bouleversante et troublante. Et je suis certain que, comme tous les membres de cette chambre, j'ai trouvé la lecture des articles de presse incroyablement difficile et extrêmement émouvante. Cependant, la Chambre comprendra que je ne peux pas commenter cette affaire en détail. Le juge chargé de cette affaire a rendu une décision hier devant le tribunal de la famille. Mais tout débat supplémentaire pourrait porter préjudice à une seconde enquête judiciaire sur la mort de Poppy, qui doit avoir lieu plus tard cette année. Toutes les allégations de défaillance policière dans l'enquête initiale sur sa mort en 2012 ont été examinées par la commission indépendante des plaintes contre la police. Le rapport de l'IPCC est achevé, mais ne peut pas encore être rendu public afin de ne pas porter préjudice à la seconde enquête judiciaire. Des rapports ultérieurs indiquèrent que Paul Worthington avait disparu de la sphère publique, vivant sous un nouveau nom sans que quiconque ne sache où il se trouvait, 6 ans après le décès de Poppy. En 2018, un événement provoqua une vive indignation de l'opinion publique lorsqu'une carte d'anniversaire fut découverte sur sa petite tombe, sans inscription, portant le message « Tu es toujours dans les pensées de ton papa ? Passe un merveilleux anniversaire à jouer avec les garçons et les filles spéciaux là-haut. Papa !» Ces mots, écrits par l'homme, même que le tribunal avait identifié comme directement liés à l'atteinte grave ayant conduit à la mort de sa fille, n'apportèrent aucun réconfort. Au contraire, ils ravivèrent de la douleur et la colère, devenant pour le public le symbole d'une contradiction insupportable. Un père considéré comme ayant causé de graves dommages à son enfant demeurait libre au sein de la société, tandis que la justice pour Poppy Worthington n'avait jamais été rendue. Poppy aurait dû vivre, sourire, apprendre à marcher, grandir comme n'importe quel autre enfant, mais au lieu d'une enfance pleine, elle est devenue le symbole de ce que le système n'a pas su protéger. Son décès ne fut pas seulement le chagrin d'une famille, mais un avertissement adressé à toute la société. La leçon est claire, chaque signal, même infime, chaque signe inhabituel concernant un enfant doit être entendu et traité immédiatement. Car un signal ignoré, une preuve perdue ou une décision retardée peut marquer la frontière entre la sécurité et le danger. Dans un true crime documentary comme celui-ci, il ne s'agit pas seulement de relater une tragédie, mais de rappeler que la justice n'est pas une notion lointaine. Elle commence par la responsabilité de chaque individu, de chaque institution et de l'ensemble de la communauté. Et si chacun prend la parole, si le système réagit à temps, peut-être qu'aucun autre enfant comme Poppy Worthington n'aura à quitter ce monde dans le silence. L'histoire de Poppy Worthington n'est pas seulement la tragédie d'une petite fille âgée d'à peine plus d'1 an, mais aussi un rappel douloureux de la défaillance alarmante d'un système tout entier. 5 enquêtes et d'innombrables rapports furent menés, mais au final, personne ne fut tenu pour responsable. La scène ne fut pas sécurisée, des preuves essentielles disparurent, des prélèvements furent effectués bien trop tard, et une succession de décisions défaillantes de la police aux services sociaux effaça la seule chance que la justice puisse être rendue. Le père, l'homme que le tribunal de la famille avait déterminé comme étant directement lié à l'atteinte grave ayant conduit au décès de Poppy, demeura libre dans la société, vivant sous un nouveau nom. Pendant ce temps, la tombe sans inscription de Poppy, recouverte de fleurs et de jouets, devint le symbole d'une enfance brutalement interrompue et d'une justice qui ne s'est jamais matérialisée. Ce true crime documentary nous rappelle que, parfois, la tragédie ne provient pas seulement de la personne soupçonnée d'avoir causé un préjudice grave, mais aussi de l'indifférence et du manque de vigilance de ceux qui auraient dû protéger la victime. Et si le système continue de garder le silence, combien d'autres enfants devront encore subir des pertes semblables à celles vécues par Poppy Worthington?
Cette vidéo a été réalisée dans un objectif éducatif et de sensibilisation de la communauté aux enjeux de la justice et de la protection de l'enfance, sans aucune intention de recourir au choc ou au sensationnalisme. Merci d'être resté avec nous jusqu'au terme de l'histoire de Poppy Worthington, un récit qui nous aide à mieux comprendre la portée de l'amour, de la perte et de la compassion. Votre attention, votre volonté de partager et votre empathie sont essentielles pour que des victimes comme elle ne soient jamais oubliées et pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de nous accompagner dans les prochains épisodes de True Crime Documentary, où chaque histoire se veut une voix pour la justice des enfants, pour leur protection, et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.